Bonjour à tous. Contes et légendes pandémiques, capsule numéro 20. Et nous sommes le lundi 13 d'avril 2020. Aujourd'hui, ma capsule prend une tournure un peu différente. Bon, pourquoi pas, hein? J'ai décidé de faire aujourd'hui de la généalogie. Qu'est-ce que c'est la généalogie? Ben, on parle d'un arbre généalogique. Ben oui, puis on va parler du mien. Donc, un lien à faire entre des légendes, parce que, vous savez, je viens d'une famille légendaire. Mais oui, bien sûr. Oh, j'ai pas toussé dans mon coude, désolé. Je vais parler un peu de ma généalogie pour vous amener vers quelque chose d'intéressant. Bon, là, c'est la première fois que je fais ma capsule tournée de proche comme ça. Je me rends vraiment compte que mes cheveux sont longs. Oui. Ben, les salons de coiffeurs sont fermés, fait qu'on fait ce qu'on peut avec... c'est ça. Voilà, ça commence à être là. Alors, c'est pour ça que je trouve ça drôle de me voir de proche comme ça. Donc, parlons généalogie. Parlons de la mienne. Vous allez voir où je vais en venir. Donc, on me demande souvent de la chevrotière. Ça vient d'où? Ça me fait penser, d'ailleurs, une petite anecdote de mes voyages aux îles de la Madeleine. Léon Poirier, que je salue, Léon, lui est le guide local aux îles de la Madeleine avec qui j'ai travaillé les 2 fois que je suis allé. Et là, lui, il avait eu sur papier, ou par courriel, le nom du guide avec qui il va travailler. Alors, quand il a vu ça, Jean-Sébastien de la Chevrotière, lui, il était sûr que la monarchie descendait du bateau aux îles de la Madeleine. Et ce qu'il m'a dit quand je suis descendu du bateau et que je suis allé lui serrer la main, il était déçu. Il n'y avait pas grand-chose de monarchique dans moi. Mais c'est vrai, mais le nom peut paraître bizarre, mais c'est pas parce qu'il y a un 2, en tout cas, c'est comme... Anyway, on se comprend. Mais en fait, je vais vous raconter un peu l'histoire des de la Chevrotière. Il faut reculer dans le temps très, très long. En 1620. 1620, eh bien, est né Éléonore de Grandmaison. Et pourquoi Éléonore de Grandmaison? Là, vous vous dites, c'est quoi le rapport avec Jean-Sébastien de la Chevrotière? Je regarde mes notes ici, bien sûr. C'est qu'en fait, moi, je suis descendant d'un de ses maris. Je dis un de ses maris parce que Éléonore de Grandmaison, née en 1620, s'était mariée une première fois en France, alors qu'elle était adolescente. Bon, ça n'a pas marché longtemps. Elle est tombée veuve vite. De quoi est mort son premier mari, ça, dans l'histoire, on ne le sait pas. Ah, bon. Et ensuite, elle a marié un deuxième mari, qui lui était né en 1615. Et là, c'était François de Chavigny de Berchereau. Oui, monsieur, tout un nom, ça, François Chavigny de Berchereau. C'est avec lui, il s'est marié, puis ils ont traversé en Nouvelle-France. Parce que lui, il était noble. C'était un noble. Il était... en rendu en Nouvelle-France, c'était un lieutenant du gouverneur de Montmagny. Donc, il était bien placé. Alors, Éléonore de Grandmaison, avec François Chavigny de Berchereau, a eu 6 enfants. 5 filles, un gars, qui ont aussi appelé François Chavigny, mais qui plus tard va changer de nom, vous allez comprendre pourquoi. Alors là, tout allait bien. Écoute, Éléonore et François Chavigny de Berchereau sont dans les bonnes grâces des intendants en Nouvelle-France, se font donner des terres un peu partout autour de Québec, une seigneurie qui va devenir plus tard le comté de Deschambault entre Québec et Trois-Rivières sur la rive nord. Donc, il y a aussi un petit village qui s'appelle La Chevrotière. Donc, ça allait bien les affaires avec le couple de François Chavigny de Berchereau et d'Éléonore de Grandmaison. Ça allait très bien. Même également, ils se sont fait donner un fief à l'île d'Orléans. La pointe ouest de l'île, ben, elle était là. D'ailleurs, Éléonore de Grandmaison est la première femme à avoir habité l'île d'Orléans, parce que les gens n'habitaient pas l'île d'Orléans. Elle est allée habiter là. Donc, ça allait bien. C'était un couple bien placé. C'était aussi une femme d'affaires, Éléonore de Grandmaison, et aidait beaucoup les Amérindiens, les Iroquois, qui ont... pas les Iroquois, excusez-moi, les Hurons, excusez-moi. Les Hurons qui ont dû fuir les Iroquois. Donc, beaucoup se sont cachés sur l'île d'Orléans et c'est Éléonore de Grandmaison, mon ancêtre, qui a aidé vraiment la tribu Huronne à se sauver un peu des problèmes avec les autres tribus amérindiennes. Donc, c'était une femme incroyable. Malheureusement, François Chavigny de Berchereau tombe malade, prend un bateau pour aller se faire soigner en France et malheureusement, il meurt durant la traversée. Donc, Éléonore, veuve une 2e fois. Donc, je vous rappelle, elle a eu seulement un fils et 5 filles avec François Chavigny.
Elle rencontre un autre homme, elle se marie, mes amis, une troisième fois. Une troisième fois avec, je vais vous le dire d'être là, elle sort deuxième époux, parce que là, je cherche mes choses, là, mais OK. Donc, elle se marie avec Jacques Gourdeau de Beaulieu, qui était aussi un noble en Nouvelle-France. Le mariage n'a pas duré longtemps parce que malheureusement, et ça, c'est une histoire un petit peu nébuleuse. D'ailleurs, j'ai su de sources sûres qu'il y a une soirée Notre Mystère à Québec, dans un endroit, et beaucoup de thèmes dans ces soirées-là, mais il y a une soirée Notre Mystère qui est fait en lien avec ça parce que son troisième mari, le Jacques Gourdeau de Beaulieu, aurait été assassiné par un domestique de la maison et le domestique aurait mis feu à la maison pour cacher son crime. Alors, le troisième mari d'Éléonore, assassiné par le domestique, ça, je vous laisse à penser pourquoi. Ça n'a jamais été prouvé, mais on pourrait s'imaginer plein de choses. Alors, là, elle est veuve une troisième fois, Éléonore. Mais Poirès en a choisi un quatrième. Parce qu'avec Jacques Gourdeau de Beaulieu, elle avait eu aussi des enfants. Alors, elle se marie ensuite, en quatrième noce, avec Jacques de Caillot de la Tesserie, qui était un noble assez riche et qui, lui, n'avait pas eu d'enfants. Donc, ce qu'il a fait, c'est qu'il a un peu adopté les autres enfants de la famille. Surtout le fils aîné d'Éléonore, qui était François Chavigny, de sa deuxième union avec François Chavigny de Berchereau. Donc, il faut comprendre que Jacques de Caillot de la Tesserie était un noble. Les Caillots étaient des seigneurs d'une région qui s'appelait La Chevrotière en France. Et là, c'est là que le nom La Chevrotière apparaît dans l'histoire. Parce qu'en se mariant avec lui, les autres enfants ont porté le titre de noblesse de son quatrième mari. Et là, François Chavigny est devenu François Chavigny de La Chevrotière. Alors, elle a eu quand même une bonne vie avec son quatrième mari. Très bien placé. Écoute, ça travaillait dans des comités. Dans ce temps-là, ça siégeait avec des comités, avec des personnes assez connues, comme Paul Chomédé de Maisonneuve. Je cherche d'autres noms aussi avec qui on travaillait, comme ça. Là, beaucoup de gens bien placés dans la Nouvelle-France. Donc, ça a bien été. Éléonore de Grandmaison est tombée veuve une quatrième fois et elle a vécu encore 20 ans de plus. Alors, elle est décédée, elle avait 72 ans, Éléonore de Grandmaison. Il faut penser qu'à cette époque, une femme qui vivait 72 ans, c'était long. L'espérance de vie n'était pas comme aujourd'hui. Donc, c'est en gros l'histoire pourquoi je m'appelle Jean-Sébastien de la Chevrotière. Moi, je suis vraiment descendant du seul fils qu'Éléonore a eu avec son deuxième mari, qui était, je vous rappelle, François de Chavigny de Berchereau. Donc, François Chavigny de la Chevrotière, eh bien ça, dans le fond, c'est ma deuxième génération, parce que là, il s'est appelé François Chavigny de la Chevrotière. Moi, je suis le 12e de cette génération. Quand on calcule tout ça, je vous explique. François Chavigny de Berchereau, marié avec Éléonore, a un fils, je vous l'ai dit, qui devient François Chavigny de la Chevrotière, et qui, lui, était né en 1650. Ensuite, lui, s'est marié, il a eu un autre fils. Eh bien, il y a un fils qui a appelé aussi François Chavigny de la Chevrotière, parce qu'à l'époque, on donnait au moins à un de nos fils le même nom que nous pour propager la lignée, si on veut. Alors, en 1704 est né François Chavigny de la Chevrotière, le deuxième du nom. Et lui a eu un autre fils, qui est un autre de mes descendants, qui s'appelle Louis-Marie de la Chevrotière, né en 1743. Ensuite, Louis-Marie a eu un fils qui a appelé Louis de la Chevrotière, qui lui est né en 1773. Petite parenthèse, pourquoi il n'y a pas beaucoup de la Chevrotière? C'est que mes ancêtres ont eu beaucoup plus de filles que de gars. L'exemple, Louis de la Chevrotière, qui était né en 1773, sur 11 enfants, avait eu seulement 3 gars. En majorité, il y avait toujours un pourcentage plus faible de garçons chez mes ancêtres. Donc, c'est pour ça qu'il y a de la Chevrotière, il n'y en a pas des tonnes. Quand il y en a, saluez-les parce que... Donc, Louis, né en 1773, a eu ensuite un autre fils, qui a appelé Joseph, donc un autre de mes descendants. En 1804 est né Joseph de la Chevrotière. De Joseph de la Chevrotière est né en 1830 Joseph Siméon de la Chevrotière. Et Joseph Siméon, il faut comprendre, comme je viens de Saint-Tite, Joseph Siméon est le premier à avoir été à Saint-Tite. Les gens étaient dans le coin de Grondines, d'Échambault, et ont commencé à aller coloniser la région de Mekinac, la région de ma Mauricie natale, là, dans ce coin-là. Donc, Joseph Siméon, en 1830, il est né, c'était le premier à se rendre à Saint-Tite. Et après ça, après Joseph Siméon, on se rapproche de moi bientôt, parce que mon arrière-arrière-grand-père
fils de Joseph Siméon de la Chevretière. Mérulde. Et Mérulde, on écrivait ça M-E-H-R-U-L-T. J'en ai pas connu d'autres, des Méruldes de la Chevretière comme ça. Donc, né en 1857. Et après ça, il y a eu mon arrière-grand-père, Stanislas de la Chevretière, lui, né en 1884. Et en 1919 est né mon grand-père, André de la Chevretière. André de la Chevretière, ça, c'était mon grand-père. Décédé malheureusement en 1986 à l'âge de 66 ans. Je te salue, mon grand-père, parce que les gens qui me connaissent savent que mon grand-père et ma grand-mère sont beaucoup occupés de moi quand j'étais petit. Donc, je vous salue bien haut, mes grand-papa et grand-maman. Donc, André de la Chevretière. Et de André est né mon père le 13 avril 1949. Le 13 avril 1949? Attends un peu, on est le 13 avril aujourd'hui? Ah ben, ça a fête à mon père. Bon, ben, il va falloir que je l'appelle après. Aïe, 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 OK. Ben, une chance que j'ai fait ma capsule. Écoute, papette, tu vas voir ma capsule sûrement ce soir. Je suis désolé, j'avais carrément oublié ta fête. Donc, je disais donc le 13 avril 1900... Ben non! Hey, j'ai appelé mon père un matin. Fait que j'ai dit même à part de ça, t'écouteras ma capsule à soir. Donc, le 13 avril 1949 est né Robert de la Chevretière, mon père. Fait que tout le monde ensemble, je veux vous entendre, le Québec en entier et la francophonie partout dans le monde. Bonne fête, Robert, bonne fête, Robert, bonne fête, bonne fête, bonne fête, Robert. Bon, c'est fait. Ouf, ça n'a pas été facile. Ben, bonne fête, papa. Alors, 71 ans aujourd'hui, le bonhomme. En passant, il faut comprendre, ceux qui ne savent pas, mon père Robert, sa femme Monique Plouffe, oui. D'ailleurs, petite anecdote, on aimait beaucoup demander à Monique, lorsqu'elle n'avait pas ses dents, de dire son nom de famille. Ça faisait Monique Plouffe. Bon, ça y est, Monique va être en sacrement là de m'entendre avoir dit ça. Petite anecdote comme ça. Mais toujours est-il que mon père va rire solide, lui. Mais c'est ça, alors Monique, qui est préposée aux bénéficiaires dans un centre de soins longue durée, qui malheureusement a testé positif dernièrement. Alors, elle est confinée à la maison. Robert aussi, mon père, confiné. Ils font bien attention. Ça va bien aller, comme on dit, et comme on voit partout dans les fenêtres, partout. Ça va bien aller. Donc, bonne fête, Robert, en ce 13 avril de 2020, 71 ans. Et bien ça, après ça, est né en 1973, si on continue la généalogie. 1973, le 20 septembre, est né moi-même ici, votre humble serviteur. Et oui. Et après ça, est né mon frère, Frédéric de la Chevretière, le 8 juin 1976. Et ben mon père s'est remarié avec Monique Ploufoufouf. Et il y a une fille, André de la Chevretière, qui là, ça m'énerve un peu, je cherche sa date de fête. En juillet, à un moment donné, est née ma sœur. Je suis désolé, André, c'est du direct. Hein? Donc, oui, André de la Chevretière, ma sœur, qui porte le même nom que moi. Wow. Il y en a qui disent, ouais, c'est une demi-sœur. Hey, je ne l'ai jamais coupé en deux. Je ne coupe pas les personnes en deux, fait que c'est pas une demi-sœur, c'est ma sœur. Alors, André, je te salue. Et, ben, c'est ça. Et là, ben, moi, j'ai eu 2 enfants, 2 garçons. Et oui, Gabriel est né en 2004 et Guillaume né en 2007. Le 22 avril 2007, Guillaume. Et le 18 septembre 2004, Gabriel. D'ailleurs, Guillaume, c'est bientôt ta fête. Oui, monsieur. Et mon frère, lui, ben, pour compléter l'arbre généalogique, Savannah Potcheva de la Chevretière, qui vit en Bulgarie avec son père et sa mère. Alors voici, c'était notre arbre généalogique. Et oui. Alors, ça m'a fait plaisir de vous donner un petit cours de généalogie. J'espère que vous avez apprécié. Moi, j'ai eu du plaisir de le faire. Alors, bonne soirée tout le monde. Bonne fête encore à Robert. Si vous voulez sauter bonne fête, il est sur Facebook, hein, Robert de la Chevretière. Vous allez voir sa photo de profil. Tu as une grosse face, vous allez le retrouver tout de suite. Donc, puis sa photo de couverture, c'est encore la même grosse face, mais là, il est sur son voilier. Vous allez le retrouver. Fait qu'allez sauter bonne fête. C'est bon? Allez, bonne soirée. Bye.